Oui, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui une petite vidéo qui vise à parler d'une nouvelle technique de contouring qui permet en fait vraiment de faire rejaillir les pommettes de façon subliminissante. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je voudrais faire une petite vidéo qui parle des, regardez, effet spécial, les élections européennes. Alors je sais que vous allez me dire, oh, est-ce qu'on peut pas avoir plutôt la vidéo sur le contouring qui sera certainement moins soporifique? Eh ben non, non, moi je vais vous parler des élections européennes puisque elles ont lieu le 26 mai, que c'est dans pas longtemps et que vous avez sûrement envie de comprendre ce que sont ces élections législatives qui visent à élire les députés du Parlement européen. Même si vous allez me dire, oh ben, dis donc, ça fait quand même beaucoup de mots qui ne m'intéressent pas, à savoir législatif, député, Parlement et européen. Eh ben c'est pas grave, je vais essayer d'expliquer en 4 chapitres un petit peu tout ça. Premier chapitre, assez facile, les élections européennes. Ouh, c'est quoi ? Eh bien, pour comprendre les élections européennes, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'Europe. Et l'Europe, c'est un amas, c'est un petit amas plein de pays. Et il y en a 28 qui sont à peu près agglomérés les uns aux autres, qui essayent de bien s'entendre, exactement comme les organes du corps humain, essayent à peu près d'aller dans la même direction. Mais là où le corps humain a eu la bonne idée d'avoir qu'un seul cerveau pour diriger tout ça, l'Union européenne, là, il y a 3 cerveaux, c'est ce que j'ai appelé l'Europe et sa triple tête, sachant que ces 3 instances ou institutions qui dirigent l'Europe sont les suivantes. Il y a la Commission européenne, le Parlement européen, et vous avez vu, je l'ai mis en rouge exprès pour vous dire que peut-être c'est celui-là qui nous intéresse le 26 mai, en termes d'élections européennes, et le Conseil de l'Union européenne, qui bien évidemment n'est pas le Conseil européen, donc ne confondez pas les deux, hein, rien à voir, comme si c'était pas déjà assez compliqué. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que sont et à quoi servent ces 3 instances-là? Eh bien, petite explication. D'abord, donc, la Commission européenne. La Commission européenne, regardez, c'est ce bâtiment-là, il est à Bruxelles, et il a cette forme-là. Comme ça, il fait « Commission européenne ». Et ça peut nous servir en termes mémotechniques pour comprendre à quoi sert la Commission européenne. Eh bien, si on l'ouvre, justement, la Commission européenne, on verra qu'elle contient dedans 28 petits bonhommes et bonnes femmes. Alors, vous allez me dire « Oh, un si grand bâtiment pour si peu de gens ». Bah oui, au moins, ils ont la place. Voilà, donc elle contient 28 personnes, à savoir une personne par pays. Le nôtre, regardez, il est là, notre commissaire, il est ici, et il s'appelle Pierre Moscovici. C'est facile à retenir. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est vrai, il me dit quelque chose, mais en même temps, pas trop. C'est normal, c'est parce que les commissaires européens ne sont pas élus. Ils sont désignés, mais je ne vais pas expliquer comment, parce que déjà que ma vidéo va être très longue et très ennuyeuse, vous voyez, autant qu'on sabre un peu tout ça. Et donc, à quoi servent les commissaires européens? Eh bien, eux, ils servent à avoir des idées de loi. Donc, par exemple, ils sont là, ils sont en train de poser pour la photo, et d'un coup, ils disent, hé les gars, si on faisait une loi qui permet de réglementer l'alimentation des poneys Shetland. Non, parce que souvent, on pense pas assez aux poneys Shetland. Les poneys Shetland, c'est des tout petits poneys, là, vous savez, presque nains et tout. Et ça, je trouve que, voilà, on sait pas trop comment il faut les nourrir, plus ou moins de grains, par rapport aux chevaux, aux juments, tout ça. Donc, ils ont cette idée de loi. Et ensuite, regardez, cette loi, elle va avoir un peu le trajet du bâtiment, c'est qu'elle va faire comme ça, Commission européenne, l'idée, elle va faire Commission européenne, elle va se diriger ensuite vers 2 directions, à savoir, la loi, elle va partir, l'idée de la loi va partir de la Commission européenne et va se diriger ensuite vers le Conseil de l'Union européenne et le Parlement. Et c'est eux qui vont ensuite bosser sur l'écriture de la loi. C'est eux, ils ont l'idée, et après, les autres, ils bossent. Donc, le Parlement européen, celui que j'ai mis en rouge, parce que on va essayer de bien comprendre de quoi il s'agit, puisque c'est cela qu'on va élire le 26 mai, et bien c'est un bâtiment qui est tout rond, qui reçoit la loi, pouf, comme un gros vase. Et quand on décapsule ce bâtiment tout rond, on tombe sur ceci. Regardez la multitude de gens. Là, ils sont pas 28, hein. Waouh, ils sont plein. Là, tous les petits points, c'est des petits bonhommes. Et ces petits bonhommes, c'est ce qu'on appelle les députés. Ils sont 751 et c'est ceux-là que nous allons élire le 26 mai. Alors vous allez me dire, oh là là, Féronie, mais moi déjà j'ai du mal à aimer une personne en politique, alors si je dois en élire 751, j'ai pas du tout envie. Non, en fait c'est 751 députés pour tous les pays de l'Europe. Nous, la France, sur les 751, il y en a 74 qu'on va devoir désigner. Là, vous voyez, ça c'était les 74 qui ont été élus aux dernières élections, puis là, donc on va réélire 14 personnes. Vous allez dire, ok, mais pourquoi faire? Eh bien, donc les députés, ensemble, ils forment ce qu'on appelle le Parlement européen. Pourquoi? Parce qu'au Parlement, on parle. Et on parle pour faire quoi? Notamment pour construire la loi dont l'idée a été impulsée par la Commission. Donc, par exemple, lui, ça c'est un député français, un eurodéputé français, il va dire, oui, d'abord, je pense que pour
pour réfléchir sur l'alimentation des poneys Shetland, il faudrait d'abord définir le mot alimentation. Lui, il va dire, oui, mais dans ce cas-là, moi, il faudrait surtout définir ce qu'on entend par poney Shetland. Donc, chacun fait des propositions, type, oui, sera considéré comme Shetland tout poney qui sera un peu plus Shet que Land. Bon, voilà. Et après, ils votent. Ah, c'est à l'envers. Ils votent, ils disent qui trouve que ma définition elle est bonne sur les poneys Shetland. Elle fait ah oui, moi je trouve qu'elle est bonne. Et lui il fait non franchement trop nul là, c'est clair, moi je suis pas d'accord avec cette proposition là. Et donc ils font des propositions de texte et ils votent et c'est ainsi que se construit la loi qui en latin se dit lex et donc construire la loi c'est légifère en latin, d'où les élections législatives. Voilà. Alors vous allez me dire ok Ferroni, mais à quoi sert vous nous avez montré tout à l'heure la troisième instance, c'est là le Conseil de l'Union Européenne, parce que ça, eux ils ont l'idée, eux ils construisent la loi et eux ils servent à quoi? Et ben eux, donc le Conseil de l'Union Européenne qui est dans ce bâtiment là, ça regroupe en fait les ministres qui sont concernés par la thématique de la loi. Donc admettons on fait voilà, une loi sur l'alimentation des poneys Shetland, et ben tous les ministres du poney, enfin bon, non, en l'occurrence, là par exemple, si ça serait le ministre de l'agriculture et l'alimentation. Donc là, avant chez nous, c'était Monsieur Travers. Ils se réunissent, donc le ministre du poney allemand, le ministre du poney, des poneys italiens, enfin de l'alimentation, voilà, tac, tac, tac. Ils se réunissent et ils font exactement la même chose que le Parlement européen, c'est-à-dire qu'ils font des propositions, ils font des votes, mais sauf qu'ils le font dans une pièce, enfin dans un bâtiment, que franchement, c'est dans des chambres toutes noires et qu'on voit pas du tout ce qui se passe, ni qui a proposé quoi, ni qui a voté quoi. Alors du coup, les citoyens, ils font, mais excusez-moi, mais il se passe quoi là dans la pièce qui est là, le Conseil de l'Union Européenne? Et les gens font rien, non, il se passe rien, il n'y a absolument personne. Et les citoyens disent, bah si, j'ai entendu mon ministre parler. Et on fait, oui, mais non, ça vous concerne pas. Et donc c'est en fait quelque chose, une institution qui construit la loi de façon, on va dire, à pouvoir égal avec le Parlement, mais sauf qu'on ne sait pas du tout ce qui se vote, et c'est pour ça que souvent les citoyens ils trouvent que l'Europe, c'est un petit peu opaque, ce qui est un peu vrai dans le cadre du Conseil de l'Union Européenne. Et donc nous, on va devoir, en tant que citoyens, essentiellement se contenter de pouvoir observer comment nos députés ils vont défendre la loi, puisqu'ils ont un pouvoir équivalent avec les ministres. D'accord, c'est clair? Ça concerne ça. Alors, du coup, on arrive, j'ai envie de vous dire, au chapitre 2, à savoir à quoi ça sert vraiment d'avoir des députés européens. Alors, parce que vous allez dire, oui, mais en France, Véronique, il me semble qu'on a... Ah, il y a Monique qui se réveille. Attendez, je vous montre Monique, parce que ça fait comme ça une petite page de pub avant le chapitre 2. Regardez, c'est Monique. Voilà, c'est ma co-auteur. Oui, parce que vous allez dire, il y a d'autres députés déjà en France. Et oui, en France, on a ce qu'on appelle une Assemblée nationale, où il y a déjà des députés qui sont eux aussi en rond. En fait, à l'Assemblée, ils sont plutôt, voilà, ça ressemble plutôt à ça. Des fois, quand ils votent, c'est quand même moins nombreux. Et donc, on voit pas trop pourquoi on va élire des députés européens. Parce que nous, on va dire, oui, mais nous, c'est surtout la France qui nous intéresse. Nous, c'est les baguettes. C'est pas l'Europe avec ses patatas bravas des Espagnols, ses Wurz des Allemands et la feta des Grecs. Oui, sauf qu'en fait, il faut savoir que la plupart... Pas toutes, non, pas la plupart, on va dire. Il y a des lois du pays, des lois nationales, qui dépendent de ce qui a été décidé en Europe. C'est-à-dire que souvent, les députés européens, de la façon dont j'ai expliqué tout à l'heure, les propositions, les votes, etc., ils vont en fait pas vraiment construire une loi, ils vont construire ce qu'on appelle une directive. Directive, en gros, c'est pour donner l'orientation, enfin la direction d'une loi. Et ensuite, une fois que la directive a été adoptée, chaque pays doit ensuite la transposer sous forme de loi. Et donc, bien évidemment que si ce qu'on vote à l'échelle de l'Europe est tout pourri, une fois que la directive arrive dans notre pays, si c'est tout pourri au départ, c'est très compliqué d'en faire quelque chose de bien une fois arrivé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans notre Assemblée à Paris. Donc c'est pour ça que ça peut être quand même intéressant, même si on s'en fout complètement de l'Europe et qu'on n'aime que la France, d'essayer de voir ce qui se passe au niveau européen. Et puis, l'autre truc qui peut être intéressant, je sais aussi que là, en ce moment, il y a beaucoup de gens, notamment les gilets jaunes, qui demandent, qui exigent ce qu'on appelle le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et il faut savoir qu'en fait, à l'échelle de l'Europe, si ça n'existe pas vraiment à l'échelle de la France, le RIC, à l'échelle de l'Europe, il y a ce qu'on appelle le DIC. DIC qui en anglais veut dire zizi. Alors vous allez me dire, oui, mais quel rapport? Aucun. C'est juste que ça, le DIC en Europe, c'est la demande d'initiative citoyenne. Et donc c'est un peu le RIC que certains aimeraient avoir en France.
Sauf que ça s'appelle autrement. Et en fait, en gros, ça consiste en une pétition. Si jamais une pétition, elle réunit 1 million de signataires d'électeurs européens, il peut être demandé ou exigé, ou voir si c'est obligatoire, à vérifier, il peut être exigé de la Commission européenne que le sujet qui est abordé en fait dans cette pétition-là soit abordé ensuite au niveau législatif, c'est-à-dire au niveau de la construction de la loi. Donc si par exemple, vous êtes là, oui, les poneys Shetland, on s'en occupe pas assez, 1 million de personnes, d'Européens, d'Allemands, d'Italiens et tout, veulent tous qu'on légifère sur les poneys Shetland, du coup, si la pétition elle atteint 1 million, la Commission européenne dira, bon, ok, il faut qu'on construise des lois sur les poneys Shetland, puisque les électeurs européens en ont très envie. D'accord? C'est bon? Oui, et puis sinon aussi, l'Europe, elle s'occupe de voter des budgets, et ça notamment pour les agriculteurs, ce qu'on appelle la politique agricole commune. Donc c'est vrai que les agriculteurs, peut-être plus que les filles qui font du contouring, par exemple, bien qu'on puisse être agricultrice et faire du contouring, ils sont souvent donc très attentifs à ce qui se passe au niveau de l'Europe, puisque c'est l'Europe qui vote les budgets d'aide alloués aux agriculteurs. Si c'est pas clair, surtout n'hésitez pas à l'écrire en dessous de la vidéo, en sachant que très certainement j'y répondrai pas, mais vous, ça peut vous soulager juste de pouvoir écrire que c'est pas clair, ça peut vous faire du bien et ça vous décharge de certains trop-pleins émotionnels, d'accord? Donc, chapitre 3, ça c'est un très très important et je pense du coup j'en ferai une petite vidéo même séparée. Chapitre 3, comment ça marche les élections européennes? Non, comment ça marche les élections européennes? Les élections européennes, attention, c'est une élection à un tour et à la proportionnelle. Alors vous allez dire, c'est-à-dire Féronie. En général, nous en France, on est habitués aux élections à 2 tours. Les élections à 2 tours, c'est le cas des élections présidentielles pour le président, le cas des élections municipales. Comment ça fonctionne les élections à 2 tours? C'est pas compliqué. Les élections à 2 tours, il y a 2 tours, c'est-à-dire qu'on va aller voter 2 dimanches d'affilée. Alors que là, peut-être vous l'avez remarqué, on va aller voter qu'un seul dimanche, et lequel? Celui de la fête des mères. Et après, il n'y aura pas d'autres dimanches. Vous allez dire, ah bon, c'est bizarre, c'est vrai par rapport à d'habitude. Bon, et comment ça va se passer? Non. Comment ça se passe d'habitude et après je vais expliquer comment ça va se passer. Comment ça se passe d'habitude? D'habitude, il y a 2 dimanches qui sont bloqués pour les élections en général. Il y a une élection avec un premier tour et un deuxième tour. Au premier tour, il y a souvent plein de candidats. Bon là, je les ai déjà barrés, mais j'aurais pas dû les barrer. Il y a plein de candidats, on va dire qu'il y en a 5 par exemple, et puis chacun va mettre son petit bulletin, chaque citoyen va mettre son petit bulletin, et à la fin on regarde les pourcentages. Donc admettons, le candidat numéro 1 il a 10%, candidat numéro 2 30%, le 3 il a 15%, le 4 il a 35% et le dernier il en a 10%. À l'issue de ce premier tour, on va garder pour le deuxième tour que les 2 meilleurs candidats. En général, c'est ça qui se passe pour les présidentielles et pour les municipales. Donc on enlève tous les autres, paf, paf, paf. Et le dimanche prochain, on va se retrouver avec un duel au deuxième tour pour savoir lequel des 2 va être élu. Et va être élu celui qui a le plus de votes au deuxième tour. Mais donc, il y a vraiment un duel. Tandis que là, à l'élection européenne, attention, il n'y a qu'un seul tour. Donc, entre guillemets, il n'y a pas ce deuxième tour-là. Il n'y aura donc pas de duel. Et ça, je me permets de bien le préciser parce que en ce moment, on entend beaucoup dans les joutes de campagne électorale, des partis dire oui, nous, en tant que bidule, nous allons faire barrage à machin. Et c'est nous qui allons gagner. Enfin, nous espérons faire barrage car nous sommes les plus forts face à machin. Et puis machin répond mais non, c'est nous qui allons faire barrage à bidule. Comme s'ils étaient que 2 à se bastonner l'un contre l'autre. Alors que non, pas du tout. On sait pas, en fait, je ne sais pas pourquoi Bidule et machin veulent absolument se faire barrage l'un et l'autre, comme s'ils allaient se retrouver en tête à tête, alors que non, à aucun moment ça ne sera le cas, puisque nous sommes à une élection à un seul tour. Une élection à un seul tour, comment ça se passe? Il va y avoir donc plusieurs candidats. Alors en fait, il y a 33 listes. Et donc, les gens vont voter pour les différentes listes. Admettons que, s'il n'y en avait eu que 6, que les candidats obtiennent du coup ces proportions de voix électorales. Par exemple, 40%, 16%, 5%, 4%, 31% et 4%. La seule règle qu'il y a, on va dire, dans le cadre de ces élections européennes, c'est que sont éliminés, c'est-à-dire n'auront pas de siège sur les 74, puisque je vous dis qu'il y aura 74 députés, seront éliminés les listes qui ne font pas 5%. Donc, si vous avez bien compris, 40% il va être maintenu. La liste numéro 2 sera maintenue, la liste numéro 3 aussi. Et par contre, ces 2-là
ne seront pas maintenues. Quand bien même, elles ont fait 4%. Vous allez dire, mais 4%, c'est très peu, Féronie. Non, c'est pas très peu. 4% sur 74 sièges, normalement, ça fait 3 places de députés. 3 sur 74. Alors que là, on estime que c'est 0. Donc, entre guillemets, moi, j'ai fait une petite métaphore. On est un petit peu comme un saut à la perche. C'est-à-dire, si jamais, vous voyez, vous atteignez les 5%, vous arrivez à passer le cap des 5%, et bien, vous obtenez le siège, c'est-à-dire que votre élection, elle est validée. Si vous passez au-dessous des 5%, et bien, même si votre saut, il est super beau, vous faites une vrille, pirouette, etc., et bien, le candidat n'aura pas de siège de député. Alors presque, on a envie de se dire, putain, c'est con, ceux-là à 4% et 4%, ils auraient presque eu intérêt, si jamais ils avaient eu des idées très proches, à se mettre ensemble pour avoir des sièges, alors que là, c'est pas le cas, ils auront 0. Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque de moi-même, pour moi-même, avec moi-même. Bon, voilà. Et donc, toujours est-il que du coup, une fois qu'on aura barré ces listes-là, qui ont fait moins de 5%, clac, clac, je les barre, et ben les autres restantes, elles vont se répartir les 74 sièges au prorata de leur importance. Donc, c'est par exemple celle-là qui a 5%, elle aura donc 8 fois moins de sièges que celle qui a 40. Ou celle-là qui a 16%, bah, elle aura 2 fois moins de sièges que celle qui a fait 31%. D'accord? Vous avez compris? Vous allez me dire, bah, non, pas tellement. Bah, c'est pas grave. Tu réécoutes la vidéo en ralenti et puis peut-être, au pire, tu me poses des questions et j'essaierai de t'expliquer. Et donc, dernier chapitre, pas des moindres, à savoir, eh ben, Féronie, pour qui voter? Parce qu'il y a quand même 33 listes et c'est pas facile. Eh ben, bien évidemment qu'il faut voter pour... non, je vais pas te dire pour qui voter, bien évidemment. Ça, c'est le choix de chacun. Par contre, je peux quand même donner quelques pistes pour que chacun puisse réfléchir à quel est le candidat qui est susceptible de mieux vous représenter, si déjà au moins vous avez envie de voter. Parce qu'après, il y a des gens qui n'ont pas envie de voter. Ça peut se comprendre, hein, des fois, quand on est un petit peu déçu. Et c'est vrai que tout n'est pas toujours, ne donne pas toujours envie de participer à cette vie démocratique, je vous l'accorde. Mais bon, admettons que vous ayez envie de voter. Comment faire pour choisir votre candidat sur les 33 listes présentes? La première chose, c'est on peut lire le programme de chaque liste, c'est-à-dire chaque candidat, et donc liste de candidats, puisqu'ils ne sont pas tout seuls, hein, il faut qu'ils viennent en troupeau pour au cas où ils arriveraient à avoir plein de voix et occuper les 74 sièges, propose un programme de ses idées, et donc vous pouvez lire le programme. Alors vous allez me dire, oui mais Féronie, moi je sais que les politiques, c'est un petit peu comme mes ex, il y a un gros décalage entre ce qu'on promet et ce qu'on fait vraiment. Hein. Par exemple, mon ex m'avait dit qu'il m'emmènerait à Venise, et au final, je n'ai jamais vu Venise. Et c'est vrai que souvent, les candidats d'élections politiques, souvent font un petit peu pareil. Ils disent, oh oui, moi, si je suis élu, il y aura le casier judiciaire vierge pour tous les candidats d'élection, par exemple. Et puis, une fois qu'ils sont élus, ils le font pas. Hein, ça arrive. Et la chance que vous avez, c'est que vos ex, exactement de la même façon que certains candidats politiques, vous les avez déjà testés. Et c'est le cas de certains des candidats. Il y a déjà des gens qui font partie du Parlement européen et vous pouvez aller voir ce qu'ils ont voté durant les 5 dernières années. Soit eux en tant que personne, soit leur groupe politique, parce que très souvent les députés votent raccord avec leur groupe politique. Donc par exemple, vous allez voir ce qu'a voté le Rassemblement national, ce qu'ont voté les eurodéputés socialistes, ceux de la France insoumise, ceux de Écologie Les Verts. Alors du coup, vous pouvez voter, pas voter, vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle, je crois, Europe Vote Watch de regarder. Et sauf que si vous allez faire ça, vous dire, excusez-moi Féronie, mais pas du tout en fait, il n'y a pas du tout les noms des partis dont vous parlez. Il n'y a pas du tout écrit Rassemblement national, il n'y a pas écrit Parti socialiste, il n'y a pas écrit France insoumise. Eh ben non, c'est histoire de rendre un petit peu plus coriace encore cette recherche de l'information européenne. C'est vrai qu'en fait les noms des partis nationaux ne sont pas les mêmes que les noms des partis européens. Puisque, par exemple, voilà, les Républicains, donc ça je vous le dis, c'est une petite correspondance. Si vous voulez voir par exemple ce qu'ont voté les Républicains, si en France le parti politique s'appelle les Républicains, au niveau de l'Europe, ce parti-là s'appellera PPE. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais vous trouvez sur Internet. Si vous voulez voir Europe Écologie Les Verts, eux ils s'appellent Verts AEALE. Le Modem et la République En Marche sont les ALDE. Alors vous allez me dire, mais
Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais non, la République En Marche, c'est un parti complètement neuf, donc je vois pas comment vous pouvez les associer à un parti existant déjà. Oui, mais sauf que, alors pourquoi je les ai mis ici? C'est parce qu'en fait, pour pouvoir créer un nouveau parti européen, il faut être 25 députés et faire partie de 7 pays différents. Donc, dans la mesure où la République En Marche n'est que française, ça paraît assez évident qu'une fois qu'ils arriveront au Parlement européen, s'ils arrivent à se faire élire, ils ne pourront pas former un nouveau groupe politique, donc ils vont être obligés de se raccrocher à un ancien groupe, et ce qui est le plus proche de leur veine politique, c'est donc ALDE. Donc vous pouvez aller voir aussi ce qu'a voté du coup le groupe ALDE pour avoir une notion de ce que pourrait voter la République En Marche, puis sinon vous pouvez regarder aussi ce que fait la République En Marche en France pour avoir une idée. Le Parti communiste français, France Insoumise, au niveau européen, s'appelleront GUE-NGL. Le Parti socialiste Génération, eux, ça serait SD. Et le Rassemblement national se répartit entre le groupe européen qui s'appelle ENL et ELDD. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui. Et donc, ça permettra de voir un peu ce qu'ont voté ces gens, et qu'est-ce qui est raccord, vous, avec vos idées. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos députés défendent. Et bien évidemment que ce qui peut malheureusement guider vos choix, c'est aussi ensuite la stratégie. C'est-à-dire que là, vous dites, oui, mais pour me représenter, encore faut-il qu'il soit au Parlement européen. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire que il faut pas tellement voter en fonction des sondages, parce que vous êtes une voix sur 500 millions d'Européens, donc c'est pas forcément votre petite voix qui va faire basculer la balance. Donc c'est bien de voter raccord avec soi-même. Mais évidemment que pour espérer être représenté, il faut que... Mais pourquoi tu bouges, Monique? Ouh là là, trop mignonne. Voyage. Non, pour être représenté. Pour être représenté, il faut que votre député, il accède au Parlement européen. Et il y a cette fameuse barre des 5%. Et c'est vrai que comme il y a 33 listes, si on regarde bien, sur 33 listes, il paraît assez évident que beaucoup de listes n'atteindront pas 5%. Donc c'est vrai que ça peut pousser peut-être à voter pour une liste qui risque de passer plus. Je dis pas qu'il faut faire ça, je dis juste que ça fait partie des critères de choix, c'est-à-dire le choix en fonction de soi et puis en fonction peut-être éventuellement d'une stratégie. Sur ce, est-ce que j'ai oublié des choses? Oui, plein. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je n'y répondrai pas forcément, mais néanmoins, ça m'aura fait plaisir que certains restent peut-être sur une vidéo de 23 minutes pour essayer de comprendre les élections européennes législatives. Et puis, à bientôt. Allez.